fait, avec l'utilisation de l'IA, on a notre cerveau qui s'atrophie parce que à force de ne plus rien faire, on délègue tout à l'IA. C'est la démission de l'intellect face à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est l'un des plus grands dangers de notre époque. À force de tout laisser à l'intelligence artificielle, de ne plus synthétiser, de ne plus lire, de ne plus écrire, en fait, on devient con, tout simplement. Et c'est vrai qu'on va vivre dans un monde où notre rapport à la réalité va être sérieusement challengé. Ça va être la mort du réel. Je crois finir récemment tes études. Est-ce que tu as l'impression que ton cursus a évolué depuis la sortie de la première version de ChatGPT ? Comme je te l'ai dit, j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps, il y a même quelques mois. Et je suis effaré. Je m'appelle Olaf et vous écoutez Perspective IA, le podcast qui interviewe des acteurs de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre et anticiper cette révolution. Alexandre Tsikopoulos, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Écoute, je suis super heureux de te recevoir parce que tu es analyste, tu es un passionné d'intelligence artificielle. Tu as eu une formation en droit, tu as un podcast qui s'appelle Demain, dans lequel tu explores les grands enjeux technologiques et sociétaux. Et à travers tes tribunes, tes conférences, tes interviews, tu t'imposes comme une des voix montantes pour sur le débat francophone en IA. La première question que je voudrais te poser, c'est comment on passe d'une formation juridique à une expertise en intelligence artificielle ? Eh bien, je me suis toujours intéressé beaucoup à la politique, à la géopolitique, à comment les États étaient régis par le droit. Donc, naturellement, je me suis plutôt porté vers des études de droit. Après, je me suis toujours beaucoup intéressé au monde de la tech, mais ce n'était pas mon domaine d'expertise ni une passion première. Et là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet, c'est le 30 novembre 2023, avec la sortie, c'est ce qu'on a fêté il y a 3 ans dans une tribune, on l'a écrit, bref. C'était avec la sortie de GPT 3.5, qui, quand il est sorti, ce premier LLM, c'était inconcevable d'imaginer qu'on pouvait arriver à un tel niveau de complexité. Bien qu'à l'époque, en réalité, c'était assez pourri, parce que quand tu lui demandais la différence entre un œuf de vache, un œuf de requin, un œuf de mégalodon, il t'expliquait que l'œuf de mégalodon était plus gros, tu vois. Et d'un point de vue technique, tu pouvais pas aller très loin, tu pouvais pas le faire synthétiser, tu pouvais pas beaucoup travailler avec lui, mais déjà, c'était quelque chose d'inouï à l'époque, de pouvoir tenir une conversation, même basique, avec une IA. Et ensuite, là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est dans ma dernière année de licence, avec la sortie de GPT-4o, où là, pour la première fois, on a eu un LLM multimodal qui était capable vraiment de générer du texte, de synthétiser, d'avoir des conversations de haut vol, certes, avec toujours des petites hallucinations, mais globalement, c'est là où on a vraiment commencé à avoir quelque chose un outil très puissant. Et c'est à ce moment-là, en l'utilisant pour mes cours de droit, etc., où je me suis rendu compte que ce que nous vivions, c'était pas une simple révolution technologique comme on a pu connaître avec la presse de Gutenberg, la révolution industrielle, l'électricité, Internet. C'était une véritable révolution anthropologique, anthropomorphique, civilisationnelle, car pour la première fois, on a un outil qui vient nous concurrencer dans ce que nous avons de plus précieux, de plus humain, notre intelligence. Non, mais c'est dingue, tu vois, c'est la première fois qu'il y a un outil qui peut faire mieux que toi, qui écrit mieux que toi, plus rapidement, qui pense mieux, qui peut créer de nouveaux concepts, bien que ça soit un perroquet sophistiqué, statistique, il arrive quand même à travers des datas existantes sur lesquelles il a été entraîné, à créer de nouvelles datas nouvelles. Donc, c'est une forme de création. Après, on peut juger que c'est plus ou moins innovant ou pas, ça dépend de chacun, mais il arrive à créer de nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pensait que l'intelligence et la créativité étaient quelque chose qui était exclusivement du domaine de l'humain. Et pour la première fois, là, on se rend compte que c'est du domaine de l'IA. Et il y a une phrase de Geoffrey Hinton, qui est le fondateur des réseaux de neurones profonds, qui est prix Nobel aussi de physique, qui a expliqué que nous devions nous habituer à devenir l'espèce la plus intelligente sur Terre derrière l'intelligence artificielle. Non mais c'est dingue, tu vois. C'est dingue. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic, que j'ai commencé à m'intéresser, à lire les livres comme La guerre des intelligences de Laurent Alexandre et à rentrer dans le milieu. Et c'est dingue parce que en fait la sortie de 3.5, ça a été enfin l'accomplissement. Il y avait le test de Turing, c'était est-ce que si un ordinateur pouvait se faire passer par un adolescent, et ça c'était le graal absolu en intelligence artificielle. On a atteint cet objectif d'une manière fracassante et ça n'a pas fait tellement de bruit. Enfin, c'est incroyable. Comment ça se fait ? Alors, le test de Turing, il a plutôt été réalisé plutôt avec GPT-4o. Vraiment, on considère qu'il a réussi à passer le test de Turing. Et effectivement, en fait, Alan Turing, il considérait que lorsque le test Turing serait passé, on aurait affaire à une véritable IA qui serait au minimum du niveau humain, voire supérieur.
On se rend compte aujourd'hui, tous les experts sont d'accord pour le dire, que c'est un test qui est un peu dépassé parce qu'un LLM est capable de simuler une conversation de haut vol ou une conversation basique sans pour autant être une AGI ou une super IA. Donc le test est un peu dépassé, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on n'imaginait pas ça il y a 5 ans, même 10 ans. Qui prédisait les LLM? Personne. Quand c'est sorti en 2023, tout le monde était sur le cul. Même la Silicon Valley, à part quelques-uns qui travaillaient sur les architectures, personne n'avait vu arriver le truc. Et c'est vrai que ça, c'est incroyable. Et comment alors tu fais pour te former dans cette discipline qui était un peu nouvelle pour toi? Comment tu t'informes? Est-ce que tu as des conseils à demander pour ceux qui voudraient avoir le même parcours? Alors, pour m'informer, j'ai commencé, comme je l'ai dit précédemment, par les livres de Laurent Alexandre, parce que Laurent Alexandre est un intellectuel, essayiste, énarque, entrepreneur. Enfin, le CV est incroyable. Absolument. Et c'était l'un des premiers à écrire sur l'intelligence artificielle. Il a écrit beaucoup de livres. Il aime beaucoup aussi les thématiques transhumanistes, donc comment l'IA va pouvoir nous augmenter physiquement, cognitivement. Il aborde toutes ces thématiques-là. C'est l'un des premiers en France. Après, j'ai beaucoup suivi aussi d'autres intellectuels comme Stéphane Mallard, qui en parle également beaucoup depuis 10 ans. Je m'informe beaucoup via Twitter, via les comptes Yann Lequin, enfin les grandes classiques, les grandes figures. Je lis beaucoup aussi les échos tous les jours, parce qu'il y a une partie écho, mais il y a beaucoup de parties tech. Donc voilà comment je fais pour m'informer. Et puis pour me former, c'est YouTube et maintenant c'est ChatGPT qui est le meilleur professeur que j'ai, qui me forme grâce au mode d'apprentissage. Incroyable. Ok, et est-ce que tu penses que, bon là on est à 5.2 pour OpenAI, le modèle de OpenAI, est-ce que tu penses qu'on va avoir encore des petites améliorations incrémentales? Parce que c'est vrai qu'entre deux modèles, avant il y avait un bond, tout le monde était choqué. 3, 5 et 4. C'était incroyable. Maintenant c'est c'est petit à petit, disons. Est-ce que tu penses que c'est une trend qui va continuer et que ça va s'essouffler un peu, ou il y a une nouvelle architecture qui va sortir et on va de nouveau être choqué? Alors comme tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'avant il y avait des bonds absolument gigantesques. Là, on le voit entre 5, 5.1, 5.2. Au niveau des benchmarks, ça continue de s'améliorer, mais c'est pas du kit au double. Tu vois, ça augmente un petit peu dans tel ou tel benchmark, mais c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'on a pu voir. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un plafond de verre à l'architecte des LLM? Est-ce qu'on peut aller au-delà ou est-ce qu'on va vers une sorte de stagnation des modèles? Alors ça, c'est un débat qui fait rage dans la Silicon Valley. Quand on écoute Elon Musk ou même Sam Altman, le patron d'OpenAI, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, etc., ils pensent qu'avec l'architecture actuelle des LLM, on pourrait aller vers une AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle meilleure que les meilleurs experts, mais pas meilleure que toute l'humanité rassemblée. Alors que la super IA, c'est meilleur que toute l'humanité rassemblée. Donc ça, c'est leur thèse. Alors qu'à contrario, si on va prendre le contre-pied, Yann Lequin ou même Luc Julia, qui est beaucoup décrit en France, que je ne veux pas évoquer ici, mais qui est quand même encore une figure de l'IA tout de même, Absolument. pense qu'au contraire, il n'y a aucun danger, que jamais l'IA, on arrive vers un plafond de verre, qu'on va pouvoir améliorer un petit peu globalement avec des nouvelles datas, des datas synthétiques, mais qu'il y a un plafond de verre qu'on ne va pas pouvoir passer. Ça, c'est la thèse. Donc, il y a un débat qui fait rage. Ta position? Je pense qu'on peut, avec les LLM, dépasser et arriver vers une AGI avec des petits modules en plus, bien sûr. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'aujourd'hui, l'IA est capable de s'auto-entraîner elle-même, de créer de nouvelles datas, parce que pendant un moment, la théorie, c'était oui, mais on va utiliser toutes nos datas, on va saturer, donc on ne va pas pouvoir lui faire apprendre plus. Et on voit qu'en ce moment, les datas synthétiques commencent à se mettre en place et les modèles commencent à s'entraîner eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, une IA qui s'auto-entraîne, potentiellement, il n'y a peut-être pas de limite. Mais ça, à voir. Ouais, c'est intéressant. Je voyais le CEO de Nvidia qui disait que comme on peut générer des vidéos maintenant super bien, donc on peut dire à une IA de générer une vidéo qui va prendre mon verre d'eau, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas utiliser la même architecture pour dire à un robot de saisir ce verre d'eau, et donc finalement, une fois que le monde physique sera maîtrisé, ce sera une forme d'AGI, et donc que ce modèle. Mais donc il va falloir toujours plus de compute, plus de puissance de calcul. Donc on va vers des data centers. Là, c'est déjà colossal. Tu penses que ça va encore augmenter? Il y a même des gens dont Musk, qui veulent envoyer des satellites en orbite. Exactement. Et quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Alors oui, parce qu'il faut plus de puissance de calcul. La puissance de calcul aujourd'hui est insuffisante. Là, on arrive à 10 puissance 20, je crois. On considérait qu'on arriverait vers une AGI vers 10 puissance 26. Ça, c'était le décret Biden qui a totalement sauté depuis que Trump est arrivé. Là, en ce moment, aux États-Unis, il y a des investissements absolument massifs, colossaux, dans les data centers, justement, pour pouvoir avoir plus de puissance de calcul, pour entraîner ces modèles, pour améliorer ces modèles. Là, on est confronté un peu au réel parce que il faut des années pour sortir de terre un data center, il faut des ressources, en fait. Et du coup, le monde physique rappelle que l'IA ne peut pas avoir des progrès non plus inouïs, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et on a même OpenAI
Microsoft qui avait acheté des puces Nvidia qui sont les HB2000, les dernières, HB100, pardon, qui sont entre 30 et 40 000 $. Et en fait, ils les ont achetés et les mecs ne peuvent pas les utiliser parce qu'il n'y a pas assez d'énergie et il n'y a pas les ressources pour. Donc là, on arrive peut-être dans une phase de stagnation, le temps de sortir de terre de nouveaux data centers pour pouvoir aller explorer de nouvelles possibilités pour l'IA. Et enfin, il y avait une sous-question dans ta question. Est-ce qu'on n'en fait pas trop en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine euphorie des marchés, justement, ce qu'on voit Absolument, tout ça la bulle d'IA. C'est vrai qu'on compare beaucoup, je trouve, ce qu'on est en train de vivre à la bulle des années 2000. C'est vrai qu'il peut potentiellement y avoir une bulle partielle. Quand on regarde Nvidia, par exemple, ils font à peu près 100 milliards de bénéfices par an. Ils sont valorisés à 4 600 milliards. Ils sont même à monter à 5 000 milliards. Du coup, ils ont un PER à peu près de 50. Il y a une survalorisation, bien sûr. Mais quand on compare par rapport aux années 2000, certaines entreprises étaient valorisées 200 fois ce qu'elles valaient vraiment, tu vois. Donc, en réalité, il n'y a pas une si grande euphorie que ça sur les marchés. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la technologie est mûre. Demain, on aurait une super IA qui apparaîtrait. On a tous des smartphones, des ordinateurs, on est tous connectés, on a la 5G, on pourrait tous l'utiliser dans les 24 heures en fait. Alors que dans les années 2000, la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'on était au tout début de la 3G. La plupart des grandes villes n'étaient pas encore équipées, on n'avait pas de smartphone. Souviens-toi, le smartphone, c'était 2007, je crois, un truc comme ça, 2006. Donc en fait, la technologie n'était absolument pas mûre. Donc, bulle partielle, oui. Euphorie, oui. Mais en même temps, les infrastructures sont prêtes, globalement. Ok. Alors, un sujet tout à fait différent. Au début, il y avait pas mal d'open source avec Yann Lequin, notamment Llama. Il y avait beaucoup d'espoir que l'open source pouvait gagner par rapport, disons, aux logiciels précédents où c'est plutôt les solutions propriétaires qui ont gagné. Est-ce que tu penses que pour l'IA, il y a une chance pour l'open source? Alors, déjà, quand on parle d'open source, il faut voir de quoi on parle. Parce qu'en fait, soit on voit le poids des neurones, on voit l'architecture, soit on voit les datas. Ça dépend un peu en fonction des open source, bien sûr. Raison. Mais globalement, l'open source, pour vulgariser, ça permet de bidouiller, d'avoir plus de flexibilité, chose qui n'est pas possible avec un modèle propriétaire, comme le sont les modèles ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Donc, les modèles plutôt américains. Mais là, c'est vrai que depuis, je crois, c'était en février, on a les premiers modèles, les gros modèles open source qui fonctionnent très bien, comme DeepSeek, qui sont sortis d'ailleurs. Il y avait eu un mini crack boursier sur les market cap de la Silicon Valley, mais pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, les Chinois ont commencé à mettre des modèles comme DeepSeek qui fonctionnent très bien, qui ont de très bons benchmarks, qui font pas aussi bien, mais quasiment aussi bien que les modèles propriétaires et gratuitement. Donc, en fait, la stratégie chinoise, c'est une stratégie du dealer. Je te donne un rail de coq, je te rends accro et ensuite, tu utilises mes modèles gratuits pour ensuite te refourguer tous les modèles, plus les outils électroniques qui utiliseraient ces modèles. Donc, la stratégie est très intelligente. En plus de ça, ça permet de piquer des parts de marché aux GAFAM. Et puis surtout, les GAFAM ont intérêt à ce que leurs modèles propriétaires soient plus efficaces parce que eux, leur business model, bien qu'ils soient en train d'être transformés, c'est de vendre une solution. C'est de vendre leurs IA avec un abonnement qui varie en fonction de si on est entreprise ou un particulier. En contrepartie, on a un beau modèle. Mais si demain, on a des modèles gratuits open source, le business model des GAFAM s'effondre complètement. Et c'est pour ça qu'il y a eu justement le crack boursier en janvier. Et là, actuellement, les meilleurs modèles open source, ce sont quasiment que des modèles chinois, Qwen, K2, Kimi, Thinking, on a DeepSeek bien sûr. Il y a quelques modèles américains, mais globalement, ils sont moins bons que les modèles propriétaires. Donc, pour le moment, les modèles propriétaires restent meilleurs. Les modèles open source sont un peu derrière, mais ils prennent de plus en plus de parts de marché. Voilà. Et puis, il y a la stratégie chinoise, parce que si on commence à construire des applications sur des modèles soit américains, soit chinois, il y a un énorme avantage à prendre. Est-ce que tu penses que la stratégie chinoise a des chances de percer? Est-ce que peut-être qu'en Europe, on va finir par tous basculer sur les modèles chinois? Et il y a un risque géopolitique là-dessus? C'est fort possible parce que la Chine, son objectif, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle et de piquer des parts de marché aux GAFAM. Et là, je discutais, il y a de plus en plus d'ingénieurs ou même de gens proches qui utilisent justement les modèles chinois parce qu'ils offrent une flexibilité très importante. Mais tant que les modèles propriétaires américains restent au-dessus, pour le moment, on a plus tendance à l'utiliser. Mais il n'est pas impossible que demain, les Chinois nous sortent de meilleurs modèles et qu'ils prendraient le contre-pied des GAFAM. Mais pour le moment, les GAFAM ont quand même encore une avancée dans ce domaine-là. Pas énorme, mais encore une petite avancée quand même. Dans un de tes articles, tu parles de la déqualification intellectuelle, donc les gens deviendraient de plus en plus bêtes à force d'utiliser des modèles. Est-ce que c'est un risque réel et tu vois des moyens pour mitiger ce risque?
C'est la démission de l'intellect face à l'intelligence artificielle. Je l'ai écrit dans le Figaro et je pense que c'est l'un des plus grands dangers de notre époque. Wow. C'est qu'aujourd'hui, justement, à force de tout laisser à l'intelligence artificielle, de ne plus synthétiser, de ne plus lire, de ne plus écrire, en fait, on devient con, tout simplement. Non, mais c'est un fait. C'est parce que le cerveau, c'est un muscle comme un autre. Il faut l'exercer, il faut lire, il faut réfléchir. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'améliorer. Mais c'est pas moi qui le dis, ça, c'est une étude du MIT, d'ailleurs, une étude du MIT très catastrophique qui était sortie il y a 8 mois, c'était là-dessus que j'avais basé mon article, qui avait démontré qu'en fait, avec l'utilisation de l'IA, on a notre cerveau qui s'atrophie. Parce qu'à force de ne plus rien faire, on délègue tout à l'IA. Physiquement. Oui. Et puis, ils avaient démontré aussi que quand on fait faire des... Mais alors, il s'atrophie, en tout cas, il ne s'entraîne pas plus. On ne progresse pas. Okay. Et on ne perd pas non plus des points de QI quand on utilise l'IA. Hein. Okay. Mais on n'en gagne pas non plus. Okay. Et ils avaient démontré que justement, c'était catastrophique. Et c'est surtout chez les jeunes générations, parce qu'en ce moment, on voit que ChatGPT est de plus en plus utilisé, c'est les jeunes. Chez les étudiants, mais c'est assez logique. Au lieu de se casser le cul un dimanche après-midi pendant 5 heures à faire en droit, par exemple, un commentaire d'arrêt, un truc qui est infâme, que tout le monde déteste, vous le faites faire par ChatGPT. Il le fait bien mieux que vous, sans aucune faute d'orthographe, en 30 secondes, et hop, c'est plié. Mais du coup, on ne s'exerce pas entre-temps, tu vois. Ouais. Et ça, c'est catastrophique. C'est vraiment, je pense... Et puis, il y a un paradoxe cruel avec ma génération, même notre génération, c'est que on vit dans un monde où la vie n'a jamais été aussi belle, n'a jamais été aussi douce. Bien sûr qu'il y a encore des inégalités, qu'il y a encore des gens qui souffrent de plusieurs maux, de manque d'éducation, de faim, etc. Mais globalement, la vie n'a jamais été aussi belle et aussi douce. Et on devient fainéant par essence et on est habitué à la dopamine facile avec TikTok, les réseaux sociaux. Et là, on nous apporte un outil qui peut travailler à notre place, qui réfléchit à notre place, qui synthétise à notre place, qui lit à notre place. Et c'est catastrophique parce que du coup, on se rattache à ça. Alors qu'en réalité, on rentre dans l'économie de l'intelligence. Il va falloir bosser beaucoup. Il va falloir bosser plus qu'avant, justement, pour pouvoir avoir un salaire, pour rester compétitif face à l'IA. Et on a ce paradoxe cruel, du coup, qui se met en place où tout nous pousse à devenir fainéant, alors qu'au contraire, il faut travailler plus. Mais on pourrait t'opposer l'argument, avant tout le monde savait cultiver un potager, maintenant il n'y a plus personne qui sait le faire, on va acheter une salade au supermarché. Quand j'étais en humanité à l'école, on me disait il faut que tu fasses du calcul mental, tu n'auras pas toujours une calculatrice dans ta poche, voilà, maintenant on en a tous une. Et j'ai pas l'impression que les gens sont plus bêtes parce qu'ils savent moins bien faire du calcul mental. Est-ce qu'on va pas se spécialiser dans d'autres compétences ? Alors oui, ça c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, qu'au fond ça serait une évolution logique des choses qu'on délaisse à la machine pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Okay. C'est malheureux. Enfin, en tout cas, pas pour tout le monde. En tout cas, une bonne partie, en réalité, ils utilisent ça, puis après, ils foutent plus rien derrière, tu vois. Et je le vois bien. Je vais pas citer, évidemment, mais j'ai des amis qui travaillaient à l'Assemblée nationale, qui étaient assistants parlementaires, qui faisaient des rapports incroyables, qui faisaient des textes de loi, puis après, qui se tournaient les pouces, tu vois. Ils foutaient plus rien, les mecs. Et du coup, ils augmentaient pas leur valeur ajoutée sur autre chose ou ils développaient leur relation clientèle pour les banques ou autre. Et du coup, non, parce qu'on a une atrophie qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai vraiment peur qu'on se retrouve avec des générations qui délaissent tout à la machine, qui deviennent un peu cons et qui ensuite n'arrivent plus à orchestrer l'IA. Parce que l'intelligence de l'IA, elle galope. Là, les derniers benchmarks démontraient que ChatGPT, ça atteignait les 142 QI, si je dis plus de bêtises, presque 150, ce qui est plus que 99,99% de la population. Et si on ne fait rien, j'ai peur qu'on soit complètement marginalisé et que le pouvoir ensuite arrive à une petite élite qui, elle, aurait la connaissance, serait capable de contrôler ses outils, de piloter ses outils, et une masse de personnes qui se laisseraient complètement vivre et qui s'abrutiraient, en fait. Et ça me fait peur comme scénario. Mais du coup, on pourrait le voir d'une autre façon. On pourrait se dire, on donne un revenu universel pour tout le monde qui pourrait être très élevé. Et puis les gens s'occupent de leurs enfants. On revient dans un mode de vie qui est beaucoup plus... De loisirs. Exact, oisif. Et les gens pourraient être très heureux. On souviendrait à tous leurs besoins. Est-ce que ça pourrait pas être un scénario positif ? Alors ça, c'est un scénario qui est souvent évoqué justement par la Silicon Valley. Il y avait Sam Altman qui justement expliquait que vu que l'IA va venir détruire énormément d'emplois, bien sûr, je crois pas en la mort du travail, en la destruction créatrice, que cette théorie serait morte de Schumpeter. Je pense qu'il y aura toujours du travail, mais malheureusement du travail à plus forte valeur ajoutée. Okay. Et que les métiers peu qualifiés, ça va devenir compliqué pour se réorienter. Et du coup, face à ce constat-là, Sam Altman, mais d'autres dans la Silicon Valley, se sont dit justement, on va devoir repenser complètement notre société, que ça sera plus le dodo, travail, boulot, travail, bref.
et qu'il va falloir mettre en place un revenu universel, aller vers une société des loisirs, etc. Du coup, il a mis en place un essai sur le revenu universel. Je crois que c'était $2000 à peu près par mois sur plus de 2000 personnes pendant 2 ans, je crois. Il faudrait revoir l'étude pour les chiffres exacts, mais globalement, c'était l'idée. Et cette étude, en fait, a été assez catastrophique parce qu'elle a démontré que le revenu universel augmentait significativement 3 choses. L'augmentation d'alcool, de consommation d'alcool, de drogue et d'antidépresseurs. Alors, il y a certaines personnes qui s'y plaisaient et ça leur convenait parfaitement. Mais ils avaient le droit de travailler en plus. Ils avaient le droit de s'occuper comme ils voulaient. Enfin, c'était pas un travail au sens 8 heures, 18 heures. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des études où les gens disaient la majorité continuait à travailler pour augmenter encore leur revenu. Il y avait des gens il y a des gens qui faisaient ça, mais là c'était vraiment une étude où les gens les laissaient chez eux. Ils avaient le droit de s'occuper avec des activités, mais pas de travailler au sens travail qu'on a. Et en fait, il y a des gens bien sûr, comme je l'ai dit, qui s'y plaisaient, ça leur allait parfaitement. Mais la majorité en réalité s'ennuyait parce que on voit bien que l'être humain a été conçu pour travailler. Alors certes, la plupart des travails des fois peuvent être déplaisants ou autres, mais on a besoin d'une occupation intellectuelle, physique et autres. Et quand on nous retire ça, c'est assez compliqué. Alors est-ce qu'il faudrait repenser complètement notre modèle de société si on part du principe qu'une AI va arriver, va remplacer énormément de postes? Oui, ça c'est l'une des thèses de Stéphane Mallard que j'ai accueilli dans mon podcast il y a quelques temps, qui pense qu'on va devoir repenser complètement ce modèle pour aller vers un domaine pour aller vers une société de loisirs, et que c'est possible, mais qu'il faut en fait se rééduquer à faire autre chose que travailler et repenser complètement notre rapport au travail. Et tu penses que c'est, disons, les emplois les plus qualifiés qui ont le plus d'avenir? Parce que on peut prendre l'exemple des gens qui travaillent dans les cabinets ministériels, les conseillers. En fait, on s'est rendu compte que leur job, c'était quoi? C'est faire des notes, écrire des discours, se renseigner sur des sujets. Et en fait, tout ça, c'est exactement ce que les LLM font hyper bien. Donc, un conseiller ministériel, son avenir, il est compliqué, je pense. Alors, effectivement, on pensait que c'était au début l'IA allait remplacer les métiers entre guillemets du bas, plutôt les cols bleus que les cols blancs. En réalité, on se rend compte que c'est plutôt les cols blancs qui sont menacés. Alors qu'un coiffeur, il a du taf. Alors, tant que parce qu'en fait, la révolution robotique a du retard sur l'IA. Donc, on pensait que naïvement que c'était les cols bleus qui allaient être remplacés. On se rend compte que ça attaque plutôt les cols blancs, les cadres moyens, même les cadres sub, comme tu viens de l'évoquer. Sauf que la différence, par exemple, entre un col blanc qui est je sais pas, on va prendre un exemple n'importe quoi, une secrétaire, etc., et un col blanc qui serait dans un cabinet ministériel, c'est que certes, son travail va être disrupté, il va devoir l'adapter avec l'IA, etc., tout comme la secrétaire. Mais la différence, c'est que je pense que cette personne aura plus de facilité, d'agilité intellectuelle pour retrouver autre chose et pour se repositionner plutôt que par exemple la caissière chez Carrefour ou peu importe qui est remplacée par un automate. C'est plus compliqué pour elle de se reformer et d'aller chercher un autre boulot. Et je pense que cette agilité intellectuelle va permettre en fait au cadre supérieur de mieux se repositionner sur le marché qu'une caissière de se réinventer. Je dis pas que c'est impossible, avec de la formation, je pense qu'on peut y arriver, mais c'est plus compliqué. Comme on peut multiplier l'exemple au chauffeur Uber. À San Francisco, il y a 500 taxis autonomes. Là, on a eu les premiers essais à Paris, en Belgique, je sais pas. Pas encore, malheureusement. Peut-être, honnêtement, je ne sais pas, mais à Paris, là, on a commencé à avoir les premiers essais. Mais quand ça va arriver, les Uber et les taxis, ça va être compliqué. Alors, pour des questions réglementaires, pour des raisons de résistance corporatiste, ça va prendre plus de temps en réalité. Mais quand ça va arriver, il va falloir réorienter les personnes, en fait. Et c'est très compliqué. Et la révolution robotique, on l'a évoqué, du coup, les cols bleus, en réalité, sont davantage protégés que les cols blancs, contrairement à ce qu'on pensait, parce que la révolution robotique a du retard. Là, en ce moment, ils sont en train quand même de faire des progrès inouïs. Quand on regarde Figure 1 ou même en Chine, ce qui est en train de se passer, c'est exceptionnel. Mais ils ont encore du mal. Pour le moment, la plupart des démonstrations qu'on voit, c'est des démonstrations qui sont pré-organisées. Quand on voit Tesla, les robots danser, servir du popcorn et tout ça est très millimétré. Vers une autonomie, on peut y arriver, mais d'après les experts, ce serait plus dans 5-10 ans. Et là, je lisais les échos récemment, tu vois, que ce soit McKinsey, UBS ou autre, ils prévoient les études les plus pessimistes, ce serait qu'on arriverait à 300 millions de robots humanoïdes en 2050 opérationnels, capables de faire des tâches, de remplacer des métiers. Les plus optimistes, comme Elon Musk, prévoit jusqu'à 2 milliards de robots d'ici même 2040. Comme plus de robots que d'humains. Ouais, c'est ça. Enfin, après, Elon Musk, faut prendre avec des pincettes les chiffres. Il est très optimiste parfois. Mais globalement, on voit bien qu'on prenne les deux gaussiennes. La révolution robotique arrive et ça va être terrible aussi parce que ça va remplacer beaucoup de jobs et il va falloir repenser notre rapport au travail, voir des complémentarités. Mais après, l'histoire nous l'a appris, sa destruction créatrice de Schumpeter. À chaque fois qu'il y a plein d'emplois qui sont détruits
parce qu'il y a des innovations technologiques, il y a plein d'autres emplois auxquels on n'a pas imaginé, mais une seule seconde, qui viennent, comme data scientist, data scientist, podcast, le service de disrupté, pareil, prompt engineering, tu vois, qui a imaginé ça il y a même 2 ans, tu vois, genre. Et donc, il y a plein d'autres emplois qui vont arriver, mais j'ai peur plutôt hautement qualifiés et donc moins accessibles pour la majorité des gens. Donc voilà. Et donc, il y a eu le moment de ChatGPT pour les LLM, le même moment pour la robotique humanoïde, quand on va vous croiser sur un trottoir un robot en train de porter des courses. Tu penses que ça sera pas dans 18 ou 24 mois? Alors non, ça c'est sûr et certain. Je te dis, même en lisant, je lis les Échos tous les jours, je m'intéressais dans au sujet. Là, j'ai discuté récemment avec Michel Lévy-Provençal, qui est patron des TEDx Paris, qui est un entrepreneur français, qui est allé à Shenzhen justement visiter les startups de robotique pour voir où ça en était exactement. Cool. Alors, ils ont fait des progrès immenses dans la manipulation, d'être capable de prendre des objets, de plier du linge. C'est con, tu vois, mais ça demande une technicité et une dextérité au niveau des doigts que les robots n'avaient pas il y a encore 2 ans. Et là, ça y est, ils commencent à l'avoir. Pour le moment, ils sont encore très lents. Ils ont du mal à être totalement autonomes dans un nouvel espace. C'est en train d'arriver, mais ils estiment qu'il faudrait, pour les experts les plus optimistes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, au moins encore entre 5 à 10 ans. Et puis après, il y a la phase de commercialisation à grande échelle. Il faut mettre en place les industries, toute la chaîne de supply chain. Ça peut prendre encore 10, 15, 20 ans. Pour en tout cas à grande échelle. Et puis en plus, comme toute nouvelle technologie qui arrive sur le marché, c'est toujours relativement cher. Là, ce serait plutôt $20 000 les robots, donc pas non. Alors, ça sera accessible à un grand nombre, mais pas non plus complètement. C'est une voiture, quoi. Ouais, c'est une voiture, voilà. Et puis après, ça pourrait baisser vers $5 000, où là, vraiment, ça commence à être accessible au plus grand nombre, mais il faudra encore quelques années quand même. Ok. Donc 2030, 2040, d'après ce que j'ai pu lire, entendre, écouter. Bon, ok. Donc les plombiers, les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils ont encore de l'avenir. Alors justement, j'en ai parlé récemment des plombiers. Pareil, on pensait que c'était uniquement les robots qui allaient pouvoir challenger les plombiers, mais en fait, on s'est rendu compte que l'IA, comme ChatGPT, peut challenger aussi un plombier. Tu vas dire, je vois comment. Et là, en fait, alors j'ai plus le nom de l'entreprise, j'en ai parlé il y a 3 mois, c'était au Figaro TV. En fait, il y a une entreprise de plombiers, justement, c'était dans le Wisconsin, qui avait en fait installé dans les iPads des plombiers des IA entraînées justement sur la tuyauterie, les fuites et toutes les problématiques que peuvent avoir cette profession. Et en fait, en prenant une photo d'un truc qui va pas, l'IA va vous faire toute une synthèse, comment raccorder, quelle pièce il vous faut, etc. Et grâce à ça, du coup, ils peuvent accélérer les formations de plombiers, parce qu'il n'y a plus besoin de connaître toutes les pièces au monde, parce qu'en fait, l'IA vous prémâche le travail, vous dit exactement comment faire la soudure. Ils ont remarqué aussi que du coup, les plombiers étaient beaucoup plus efficaces sur les différentes pannes, et du coup, ils pouvaient attaquer de nouvelles parts de marché, que ça coûtait moins cher, et c'est incroyable, grâce à l'IA générative. Alors, quand on aura en plus les robots humanoïdes qui connaîtront toutes les pannes, toutes les fuites, qui seront faire toutes les soudures, et qui coûteront $5 de l'heure, ça va challenger les cols bleus. Ça va être super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que nos décideurs politiques devraient prendre comme mesure pour préparer la population à ce bouleversement qui arrive? Alors, il faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. Parce que je vais dresser un peu notre bilan pour ensuite répondre à ta question. Ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, depuis 1980, en Europe, pas seulement la France, en Europe, de manière générale, on a tout loupé. On a loupé le e-commerce, les moteurs de recherche, le cloud computing, les microprocesseurs. Vraiment, on a tout loupé. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup, on a laissé se créer un oligopole parce que depuis 50 ans, l'Europe a fait émerger 14 entreprises avec une valorisation supérieure à $10 milliards. 14. Aux États-Unis, ils en ont fait émerger 267, principalement dans les hautes technologies. Et du coup, on a laissé se créer un oligopole qui sont les GAFAM aujourd'hui, qui sont des entreprises avec des cash flows absolument énormes, des market cap énormes. Et grâce à ces cash flows, ils ont une puissance de feu financière qu'on n'a pas. Ils peuvent investir, là, tu vois, en 2025, ils ont investi plus d'1 milliard en recherche et développement dans l'intelligence artificielle et infrastructures comprises, donc data center. Pour 2026, ils prévoient d'investir 500 milliards. Pour 2027, ils prévoient d'investir 2 milliards par jour. Donc 700 milliards. Ils sont à 700 milliards. On sera un peu moins de 2 milliards par jour. Tu vois, en Europe, on peut pas. On ne peut pas parce que le problème, c'est qu'on n'a pas ces oligopoles, on n'a pas d'énormes entreprises qui peuvent investir massivement. Alors, on peut faire des plans avec Bruxelles et autres pour investir. Là, la France a levé un plan de 109 milliards, bien qu'en réalité, on se rend compte qu'il y aura que 20 milliards investis. Bruxelles peut mettre aussi des plans sur l'IA, mais globalement, on ne pourra pas mettre autant d'argent qu'eux sur la table. Et même si on le faisait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on en ferait? On en crémerait certainement une bonne partie. Aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures. Les grands talents ont été achetés par la Silicon Valley. Mais
vais essayer de pas être trop de défaitiste quand même, ouais, parce que là, j'ai envie de me flinguer. Il faut se tirer aux États-Unis ou en Chine alors. Si t'es bon en IA et que tu veux te faire des couilles, non, vraiment, faut aller aux États-Unis. Mais non, il y a quand même une chose qu'on peut faire, qui est à notre portée, qu'on peut faire là demain matin, c'est l'aspect réglementaire. Parce que certes, C'est la seule chose qu'on fait. alors, justement, on le fait mal, parce qu'en fait, on a la réglementation, mais la plus dure et la plus contraignante au monde. Enfin, on a l'IA Act, on a le RGPD, on a le DMA. Une fois, j'ai commencé en tant que petit juriste à m'intéresser un peu comment fonctionne le RGPD, mais j'ai cru que j'allais me tirer les cheveux. Enfin, 500 pages, c'est hyper compliqué à mettre en place. Ça coûte une fortune de mettre en place dans les entreprises. Mistral, bientôt, à ce rythme-là, ils vont avoir autant de juristes que d'ingénieurs, parce que pour appliquer les trucs, pour être en conformité, machin, au niveau des data, c'est compliqué pour l'entraînement. Ça tue l'innovation dans l'œuf. Enfin, tu vois, c'est vraiment un gros boulet qu'on a au pied, alors qu'on a deux pôles qui sont la Chine et les États-Unis qui foncent à toute berzingue vers ces technologies-là. Et nous, on se met des boulets au pied. Donc déjà, si on retirait nos chaînes, tu vois, on pourrait peut-être déjà essayer de faire quelque chose. Je suis pas naïf, je crois pas que demain matin, on va faire les GAFAM. Ça serait débile de dire ça. On fera pas les GAFAM demain matin, mais on peut faire des petites choses. Tu vois, par exemple, on a fait Mistral, qui est certes une solution souveraine pour l'Europe, qui est moins bonne que celle des États-Unis, mais tu vois, si demain matin on était débranché par les États-Unis, est-ce qu'on se rend compte qu'en ce moment c'est un allié un peu crispant, on va dire, et tu vois, au moins on aurait une solution souveraine. C'est pas top, mais au moins on a ça. Tu vois, on assure notre souveraineté d'un point de vue de l'IA. Et du coup, il faut retirer la réglementation pour essayer d'avoir d'autres startups. Il y a peut-être des choses à explorer. On pourrait faire émerger plus de startups dans l'IA. Et ça, on pourrait le faire grâce à la réglementation et grâce à plus d'investissements à notre niveau. Ah oui, donc quand tu parles de réglementation, c'est en fait déréglementer. Oui, c'est déréglementer la réglementation qui est la plus dure au monde, bien sûr. C'est vrai que j'ai pas dit. Ok. Donc le conseil aux décideurs, c'est arrêter de décider et laisser les startups et c'est ça. vivre. Mais en fait, à chaque fois que le politique met un doigt et veut intervenir dans une chaîne de production, il a tendance à faire pire que lui, parce qu'il va mettre plein de réglementations. Et vraiment, pour être en contact avec des entrepreneurs dans la tech, mais c'est de la folie. C'est contraignant, ils n'ont pas accès à tout ce qu'ils veulent. Et c'est face aux États-Unis qui ont déjà beaucoup d'avance, on se tire une balle dans le pied. Mais vraiment, on se tire une balle dans le pied. Mais alors, comment on fait pour mitiger ? Il y a quand même des risques. Bon, alors, en ce moment, il y a la commission qui s'énerve parce que sur X, il y a Grok qui met tout le monde en bikini. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais récemment, il y a eu une vidéo générée par IA qui disait que Macron avait été renversé. Il y a d'ailleurs un chef d'État africain qui a envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Donc, il y a quand même des risques. Alors, comment est-ce qu'on trouve la balance, en tant que juriste en plus, entre ne pas freiner l'innovation et quand même mitiger les risques ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses. Je parlais des deepfakes après le risque. Alors, c'est vrai qu'on a une multiplication des deepfakes. Alors, on n'a pas attendu l'IA pour mentir, pour manipuler des photos. On le voit bien avec Staline qui avait effacé. Non, mais tu vois, on n'a pas attendu l'IA. Mais aujourd'hui, les deepfakes. Tout le monde peut le faire. Ouais, voilà. Avant, il fallait que le KGB le fasse. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, les deepfakes sont beaucoup plus réalistes. On a tendance à tomber davantage dans le panneau. Là, tu as très bien rappelé, il y a un chef de l'État récemment qui avait appelé Macron parce qu'il pensait que Macron avait dû fuir le pays. Est-ce qu'il y avait une révolution des gilets jaunes ? Pas du tout, tu vois. Et c'est vrai qu'on va vivre dans un monde où notre rapport à la réalité va être sérieusement challengé. Ça va être la mort du réel. La mort du réel. Ouais, non, mais carrément. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens développent leur esprit critique. Et du coup, quand on voit une vidéo, on devient hyper méfiant, on fait hyper gaffe. Je sais pas si tu as vu, mais là, récemment, Donald Trump se moquait d'un athlète transgenre et en fait, du coup, il fait plein de grimaces devant la caméra. Oui. Et sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est une connerie. Alors que non, c'était vrai. Ouais. Et du coup, les gens, en fait, commencent à remettre tout en doute. Ce qui est super. Alors, ce qui est super, parce que ça développe l'esprit critique et en fait, les gens tombent moins facilement dans le panneau. Ouais. Même ma mère, tu vois, qui est une boomer, qui est pas du tout au fait, maintenant, elle voit des choses vraies, elle fait non, ça c'est faux, c'est l'IA. Ah oui, et je lui dis, mais non, ça c'est vrai, maman. Ouais. Et du coup, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que les gens soient plus avertis sur ces sujets-là, qu'on met en place des certifications. Les grands médias, les grandes chaînes ont encore une valeur, parce que globalement, il y a encore des rédactions qui font gaffe, qui vérifient. Donc, je pense que eux, en fait, malgré avec les réseaux sociaux qui a un peu tué le journal, ils peuvent encore s'en sortir grâce à ça, grâce à la marque et grâce au sérieux, en fait. C'est plus les réseaux sociaux qui va nous mettre dans des bulles cognitives et qui peut impacter l'opinion. Mais en réalité, le plus dangereux aujourd'hui, c'est plus les algorithmes de recommandation que l'IA LLM où on entend aujourd'hui. Parce que l'IA va plutôt dans notre sens, elle nous apprend des choses, etc. Mais
elle modifie pas tant que ça notre comportement et elle nous enferme pas trop dans des bulles cognitives. Elle va dans notre sens, mais globalement, ça va encore. C'est plus les IA de recommandation qu'on a sur les réseaux sociaux qui influencent véritablement les utilisateurs et qui peut même nous manipuler en nous mettant dans des bulles cognitives. Ça avait été démontré d'ailleurs aux États-Unis lors de la campagne entre Biden et Trump qu'il y avait des républicains et des démocrates qui s'enfermer dans les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation les mettaient uniquement dans des trucs pro-Trump, pro-Biden et les mecs s'enfermaient complètement et c'est terrible pour notre démocratie le fait que plus d'échanges ne soit possible parce que la majorité des Américains s'informent grâce aux réseaux sociaux. Sauf que quand les réseaux sociaux vous enferment dans une bulle cognitive, on peut plus vraiment dire qu'on s'informe sur l'état actuel du monde et des débats et des contre-arguments. Donc ça, c'est terrible. Ensuite, est-ce que, bon là c'est un peu de la prospectivité, on pourrait avoir une IA malveillante ou un risque pour l'humanité. Ça, c'est très compliqué. C'est un peu la question d'alignement. Est-ce qu'on aurait une IA alignée par rapport à nos valeurs qui irait dans notre sens? En gros, tuer, c'est pas bien, machin truc. Là encore, la réponse est malheureusement non, parce que pour qu'une IA soit alignée par rapport à nos valeurs, encore faut-elle qu'elle ait nos valeurs, sauf qu'on voit bien que les valeurs chinoises ne sont pas les mêmes que les valeurs occidentales. Même les valeurs de l'Europe ne sont plus totalement les mêmes que celles des Américains. Et sauf que vu que c'est eux qui ont les IA, ces IA sont alignées par rapport à leurs valeurs. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans un monde où on va avoir des IA qui ne seront pas alignées avec nos valeurs et qui peut être problématique et un risque pour nous. Et ensuite, il y a l'autre théorie, bon là c'est plus... je sais pas si ça relève du fantasme ou d'un danger imminent qu'il faut prendre au sérieux, mais si on arrivait vers une IA avec une conscience ou même sans conscience, ça pourrait d'ailleurs, l'IA considérer qu'il faudrait nous tuer parce qu'en fait l'humain serait inusible. Mais ça c'est dans un cas de super IA, donc on est à 2040. Ce qui faisait beaucoup flipper les gens. Ce qui fait beaucoup flipper les gens et peut-être à raison. Tu vois, quand on a un prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, qui dit l'IA c'est super, mais il y a un risque non négligeable pour que l'humanité soit détruite avant 2040. Il y avait le P-Doom, là, à un moment, c'était vachement la aussi, mode. Bien sûr. Et là, j'en ai beaucoup parlé, c'était avec Maxime Fournès, qui a fait Cambridge, spé mathématiques, a travaillé dans l'intelligence artificielle pendant 15 ans chez Google et autres, qui aujourd'hui, en fait, est le fondateur de Pose AI, qui évoque justement tous les scénarios possibles où l'IA nous voudrait du mal. Bon, lui, sa vision est binaire, c'est l'IA va nous tuer, et voici les différents scénarios possibles pour y arriver. Et à contrario, d'autres experts comme Yann Lequin disent que c'est complètement con, jamais il y aura de conscience artificielle, jamais l'IA sera mal intentionnée, c'est uniquement ce que les hommes en font comme outil pour lutter contre d'autres personnes, d'État ou hommes. Donc voilà. Et donc toi, tu tranches plutôt dans quel camp? Est-ce que tu penses qu'un jour elle va nous tuer ou... Alors, très difficile à dire. Je crois pas qu'on puisse, en tout cas à court terme, arriver à une conscience et donc à une IA vraiment malveillante envers nous. Okay. Je pense qu'il y a un risque. On est quand même dans un toboggan technologique, pour reprendre l'expression de Laurent Alexandre, qu'on va pas pouvoir l'arrêter pour des questions géopolitiques, parce que demain, on met une cloche de verre au-dessus de l'Europe et qu'on dit bon on arrête parce que il y a trop de danger par rapport à tout ce qu'on a évoqué, on va être complètement paupérisé et on va devenir la Nouvelle-Zélande de 2080, un endroit fort sympathique, mais un endroit sans puissance, et on sera complètement vassalisé par la Chine ou les États-Unis. Donc on peut pas arrêter la course. Personne peut arrêter. C'est triste. On voudrait, mais il n'y a pas de bouton stop. Non. Et ceux qui le feront seront paupérisés et déclassés par rapport aux autres. Donc on peut pas pour des raisons géopolitiques. Ouais. Donc quand même un petit peu inquiétant. Parce que si un jour ça tourne mal, personne ne pourra arrêter, quoi. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord. Ou alors on mettra des IA contre d'autres IA pour les combattre. C'est aussi envisageable. Ouais. Ok, un sujet tout à fait différent. Dans une conférence TED, tu as parlé de la neuro-augmentation et de la possibilité que les êtres humains vivent 1000 ans. Alors, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible? Alors, pour ce qui est de la neuro-augmentation, sélection embryonnaire, en fait, je pars du principe, mais enfin, c'est pas mon principe à moi, on voit que les IA deviennent de plus en plus performantes, de plus en plus rapides. Elles arrivent à faire des nouvelles tâches cognitives chaque jour qu'on pensait qu'ils n'étaient pas atteignables pour l'IA. Face à ça, on se dit qu'en fait, avec notre petit cerveau reptilien, on n'est pas si rapide que ça, on n'est pas si intelligent que ça quand on compare par rapport à ChatGPT. Et du coup, pour le seul moyen de rester au minimum compétitif ou complémentaire de l'IA, ça serait en fait de se neuro-augmenter. Alors pour ça, là, la solution la plus simple et qui est d'ailleurs opérationnelle depuis 2024, parce que des fois on parle de ça, on a l'impression que c'est un truc complètement futuriste, que le mec il délire, mais pas du tout. C'est opérationnel depuis 2024, la sélection embryonnaire. C'était la première start-up, c'est Heliospec Genomics, j'en parle justement dans la conférence, qui en fait se propose pour $50 000 de sélectionner l'embryon avec le meilleur QI. Donc en gros, on donne 100 spermatozoïdes, 100 ovules, on les féconde et ils arrivent à 3 points de QI près à prédire l'intelligence du bébé.
Oh, wow. C'est pour 50 000 $. Et là, cette technologie, on commençait à se démocratiser aux États-Unis, parce qu'en 2025, on a eu d'autres startups ensuite qui sont arrivées sur le marché, qui proposaient pour plus que moins de 5 000 $ de sélectionner le QI du bébé. Et là, ce qui m'a fait un coup de froid, on va dire, c'était récemment, j'étais sur Twitter et je regarde. Et là, à un moment, je vois une vidéo, c'est dans le métro de New York. On voit un QR code avec choisis ton bébé ici, les aptitudes de ton bébé, tout ça. Et dans le métro de New York, une publicité comme ça avec un QR code, genre, tu vois, sur bébé, enfin, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Je me suis dit, ouais, non, c'est une connerie, tu vois, genre, non, vraiment, c'est une connerie. Je suis allé vérifier, le QR code fonctionne, ça nous envoie sur une vraie entreprise qui propose vraiment ces services-là, qui est accréditée et qui propose de sélectionner l'intelligence de votre bébé. Puis, sous couvert de l'intelligence, vous pouvez aussi éliminer toutes les maladies neurodégénératrices, etc. Donc pour ça, je trouve que c'est plutôt une avancée. Pour ce qui est de la sélection embryonnaire, ça fait un peu peur, ça fait penser un peu au scénario Gattaca, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on a le choix ? Mais non, ça va être pareil. En fait, c'est comme la course à l'IA. Mais c'est ça. À partir du moment où certaines personnes vont le faire, tout le monde va devoir le faire. Je pense qu'on n'aura pas le choix pour deux raisons assez simples. C'est que quand ça va être remboursé et que tout le monde va se mettre à le faire aux États-Unis et qu'on va se retrouver avec un peuple qui vont faire des bébés ayant le QI d'Albert Einstein à la chaîne, ça va être compliqué pour nous Français à 100 QI de rivaliser, tu vois. Donc pour des raisons géopolitiques, et deux, pour des raisons d'éthique, au nom de quoi on empêcherait un enfant d'être intelligent ou d'enlever les maladies génétiques. Enfin, je trouve que c'est assez cruel de dire on a la technologie, mais on préfère au nom de la nature, de l'esprit, de je sais pas quoi, ou de la religion, de toutes les mœurs, on va pas t'augmenter, on préfère que tu sois con et pas complémentaire de l'IA. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Ouais. Et c'est notamment Alexander Wang qui cet été, Alexander Wang pour rappel, c'est le plus jeune milliardaire autodidacte du monde qui a vendu 49% de ses parts à Mark Zuckerberg pour 14,3 milliards de dollars, qui a déclaré qu'il ne ferait pas d'enfants actuellement tant que les technologies, alors, sélection embryonnaire c'est opérationnel, mais tant que les technologies de neuro-augmentation, c'est-à-dire les puces Neuralink qu'on vient mettre directement dans le cerveau des gamins pour augmenter leur capacité cognitive, n'étaient pas opérationnelles, parce qu'ils se sentiraient comme un père indigne. Parce qu'ils considèrent qu'il faut que cette technologie soit opérationnelle pour être compétitif en 2050 face à l'IA. Quand on regarde l'histoire, en 1750, au début de la révolution industrielle, l'espérance de vie était de 26 ans. Au début de 1900, l'espérance de vie atteignait péniblement les 50 ans. Aujourd'hui, en Europe, on est à peu plus de 80, 83, 84, ça dépend en fonction de si on est une femme ou un homme, parce que l'espérance de vie est plus grande chez les femmes. Donc, est-ce que ce serait atteignable 100 ans d'espérance de vie, 130 ans, fin du 21e siècle ? C'est pas inenvisageable. De plus, on a les récentes déclarations. Elon Musk, qui avant-hier a déclaré que l'immortalité en réalité n'était qu'un problème d'ingénierie. Ah non, mais c'est dingue. Il y a pour dire ça. Il y a que pour dire ça. Mais ce qui n'est pas complètement déconnant. Quand on regarde aussi les déclarations, par exemple, de Denis Hassabis, prix Nobel de chimie, il a déclaré que d'ici 2040, on va éliminer toutes les maladies sur Terre. On a aussi Dario Amodei, patron d'Anthropic, qui pense que l'espérance de vie va doubler à partir de 2032. Et quand on regarde l'histoire, l'espérance de vie double toujours par rapport aux progrès technologiques. Et là, on est justement dans un boom des progrès technologiques. Et quand on voit toutes ces déclarations, on se dit que c'est pas impossible d'arriver, peut-être pas à une immortalité dans les 50 prochaines années, mais à une quasi-immortalité, ou en tout cas une espérance de vie bien accrue. Qui aurait imaginé en 1750 qu'un jour on vivrait 80 ans ? Personne, mais personne. Là, ça veut dire qu'en 1750, je meurs demain matin. Non, mais clairement, là, je suis en fin de vie, c'est fini. Enfin, tu vois, quand on regarde un peu l'histoire, c'est exceptionnel, les progrès qu'on est en train de faire. Et avec l'IA, on est en train de faire des progrès absolument inouïs. Il y a 2 ans de ça, un peu moins de 2 ans, il y a AlphaFold qui a découvert la structure en 3 dimensions des protéines, de 200 millions de protéines. Ils ont eu un prix Nobel, je crois. Oui, ils ont eu un prix Nobel suite à ça, justement. C'est celui que j'avais cité précédemment. Et c'est con. Alors, pour qu'on se rende bien compte, en fait, pour découvrir ces 200 millions de protéines en 3 dimensions, il aurait fallu que tous les biochimistes de la Terre se mettent ensemble et travaillent pendant 100 ans pour découvrir ça. Donc, on a fait un boom et un bond en avant absolument gigantesque. Ça va nous permettre de découvrir, de vaincre de nouvelles maladies, de mettre en place de nouveaux process pour les guérisons. Et c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça que je pense que oui, on pourrait arriver à une quasi-immortalité dans les décennies à venir. Et ce serait avec des organes artificiels ou alors grâce à la découverte de nouveaux médicaments ? Et puis la question sous-jacente que je voulais te poser, c'est une fois qu'on a remplacé son cœur, son foie, ses poumons et puis peut-être son cerveau, qu'est-ce qui reste vraiment de nous ? Alors, les courants transhumanistes pensent qu'en fait, pour véritablement arriver à l'immortalité, il va falloir se débarrasser de notre corps. Non, mais c'est ce qu'il y a de plus logique, parce que notre corps vieillit, on se casse la gueule sur des plaques de verglas, on se fait mal,
incurable, on attrape des cancers, on peut se faire écraser demain matin même en sortant de là, je peux me faire écraser par un camion poubelle, tu vois, ce qui serait pas une mort très glorieuse. Et du coup, dans un premier temps, on pense qu'on va, avec les nouvelles technologies, les nanobots et autres, augmenter en fait notre espérance de vie comme ça, combattre les maladies, combattre la vieillesse, se faire remplacer des cœurs défectueux par d'autres cœurs artificiels et autres. Mais le véritable projet des transhumanistes dans la Silicon Valley, c'est qu'à terme, de se débarrasser complètement de notre corps biologique qui est faible, qui peut se détruire, pour en fait être mis dans une petite puce, dans la noosphère. Est-ce que c'est un projet enviable? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fera un jour? Peut-être, on peut jamais dire jamais avec les projets technologiques, mais pour creuser davantage ce sujet, je vous invite à lire les livres de Laurent Alexandre, qui est le premier à avoir écrit là-dessus, notamment ChatGPT va-t-il nous rendre immortels? Bon, très putaclic, mais derrière, c'est vachement intéressant, et il évoque justement toutes ces thèses de la Silicon Valley, et en plus, il est médecin, donc il apporte une touche scientifique très intéressante. Ouais, donc on va dans un monde dans lequel on ne pourra pas arrêter l'IA, on ne va pas pouvoir arrêter la sélection embryonnaire. La sélection embryonnaire a commencé déjà depuis 2 ans maintenant, vu qu'on est en 2026. C'est dingue. Et il y avait une étude américaine qui avait démontré que... Alors cette étude date de 2023, donc 2022, si je ne dis pas de bêtises, que 38% des Américains étaient favorables à la sélection embryonnaire. Ah oui, ce qui est dingue. Alors là, ça a certainement peut-être augmenté ou baissé, ça dépend du débat public. Mais ouais, non, c'est très inquiétant. Bon, et tu as, je crois, fini récemment tes études. Est-ce que tu as l'impression que ton cursus a évolué depuis la sortie de la première version de ChatGPT et sinon, dans quel sens qu'il faudrait que les universités, les écoles s'adaptent? Tu vois, comme je te l'ai dit, j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps, il y a même quelques mois. Et je suis effaré. Genre, non, mais... Tu vois, on est la génération qui allons être sur le marché du travail, qui allons bosser toute notre vie avec l'IA. De toute façon, je bosse déjà tous les jours avec l'IA. On va être confronté à ça. Va falloir orchestrer ces IA, les utiliser pour rester compétitif, pour pas être disrupté. Toute notre vie, on va bosser avec l'IA. Et dans tout mon cursus universitaire, scolaire, on m'a jamais parlé d'IA. Ouais, mais c'est dingue. L'université envoie des gamins sur le marché du travail bosser avec l'IA et on parle pas d'IA. L'université aujourd'hui ne répond plus du tout aux réalités économiques. Tu vois, c'est hallucinant. Et là, je vais donner un exemple très concret. En droit, on nous apprend à faire des synthèses d'arrêt de la Cour de cassation, du Conseil d'État. C'est un truc, tu as 20 pages, qui est dans un langage juridique qui est imbitable. Ouais. Tu dois le synthétiser, tu dois le comprendre, et ensuite tu dois en voir la portée juridique. Bref, c'est un truc que j'ai fait j'ai dû en faire des centaines, tu vois. J'ai fait que ça depuis ma première année. Ça me prend des heures et des heures. J'ai passé des centaines d'heures par an là-dessus. Je sais pas plus. Et au final, avec GPT-4o, quand j'utilisais à l'époque, maintenant on est à GPT-5 5.2. Et il le fait mieux que moi, plus rapidement. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait chier à apprendre ça, alors que demain, quand je vais travailler, je vais utiliser ça et il le fera beaucoup plus rapidement. Enfin, on voit bien qu'il y a une inadéquation entre l'université et les réalités économiques. Bien sûr, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne, travailler un peu la méthodologie, de le faire un peu soi-même, mais il n'y a plus besoin de passer autant de temps. Et la plupart des filières universitaires, si on prend un aspect plus macro, ne répondent plus aux réalités économiques. Et c'est d'ailleurs le livre de Laurent Alexandre et Olivier Babot, Ne faites plus d'études, où il démontre que le niveau universitaire se casse la gueule, ne sert plus à rien, parce que tu vois, en 1968, pour ce qui est le cas de la France, belge, je ne connais pas, on avait 25% d'une génération qui était bachelière, donc qui obtenait le bac à lauréat. Aujourd'hui, en 2025, on a plus de 90% d'une génération qui a le bac. Et sur ces 90%, on a un taux d'obtention qui est de 96-95%. Ça dépend des années, tu vois. Sauf que le niveau PISA et tous les indicateurs démontrent que depuis 2 décennies, le niveau se casse la gueule, que ce soit en mathématiques, on est déclassé, que ce soit en écriture, que ce soit dans tous les domaines, on est de moins en moins bon. Et alors du coup, on a le niveau qui baisse des élèves et d'un côté, le niveau d'obtention des diplômes qui augmente. Tu vois bien qu'il y a un problème, tu vois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a un problème. C'est bien qu'on a dévalorisé à mort les études. Non seulement on a dévalorisé les études, parce que c'est le pacte social. Les parents sont contents d'envoyer leur gamin à l'université, c'est l'ascension sociale, on est fiers de nos enfants. Les universités sont contentes, ils augmentent leur effectif, ils gagnent plus d'argent et puis ça achète la paix sociale, clairement. Tout le monde est content. Et en même temps, à la fois on a ce problème-là et de l'autre, on a l'IA qui vient complètement disrupter les business models, et les méthodes d'apprentissage et les connaissances qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des diplômes qu'on acquiert sont obsolètes avant même leur obtention, tu vois, sur le marché du travail à cause de l'IA. Donc il faut complètement réformer le système universitaire, avoir des intervenants juste qui nous parlent d'IA. Tu vois, ça paraît pas être un truc dément ce que je dis, juste
des gens qui nous disent, bah voilà, vous avez travaillé avec l'IA, comment l'utiliser, quels sont les outils, enfin, de toute façon, Et ça, devenir t'as expert. pas du tout eu, quoi. L'année passée, Jamais. c'est Et il n'y a hallucinant. aucune réflexion à tous les niveaux. Alors, peut-être dans certaines écoles, ça commence, mais c'est trop lent. En fait, l'école est une institution très archaïque Ouais. qui n'a pas évolué depuis 2000 ans et c'est plus possible aujourd'hui à l'ère de l'IA. Et on voit en Asie, ils sont en train, les scores PISA, toutes les premières places sont trustées par l'Asie. Donc c'est qu'il y a moyen, en fait. Il y a moyen de s'améliorer. C'est dingue qu'en Europe, où on est censé avoir beaucoup de moyens, beaucoup d'intellectuels, en fait, on s'effondre complètement. Et c'est très inquiétant. Ah bah oui, mais c'est totalement inquiétant parce que non seulement on a d'un côté une atrophie du cerveau qui se met en place avec l'IA, mais en plus de ça, on voit qu'on n'avait pas attendu l'IA pour avoir un niveau qui se dégringole parce qu'on a dévalorisé à mort les diplômes. Aujourd'hui, on a des gamins qui ont des bac+5 en finance des marchés, en sociologie, qui arrivent sur le marché du travail et les mecs comprennent pas pourquoi ils sont payés au SMIC ou alors qu'ils sont à 2000 euros ou qu'ils galèrent à trouver un job alors qu'on leur a promis que grâce à ça, ce seront des cadres supérieurs, etc. Et c'est horrible et c'est même un peu sadique d'envoyer les gamins au casse-pipe, perdre 5 ans de leur vie au lieu d'aller directement bosser pour au final qu'ils aient le même salaire que s'ils avaient bossé directement à 18 ans. Et c'est vraiment dramatique. Et comme tu es juriste, je voulais te poser une question par rapport à la justice. Est-ce que tu n'aimerais pas te faire juger par un LLM qui pourrait connaître toute la jurisprudence, pouvoir connaître toutes les lois parfaitement? Parce que finalement, un juge, c'est un homme et donc il peut pas tout connaître, il peut pas tout maîtriser. Est-ce qu'un LLM ne serait pas plus juste pour prendre une décision judiciaire? Alors si, totalement. Parce que, non mais l'une des premières choses qu'on apprend en droit, c'est que, alors il y a toute la doctrine, c'est beau, le droit, machin, on se sert du code civil, on juge pas en fonction de votre couleur de peau, de votre appartenance ou je sais pas quoi, et très bien. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Les juges sont des humains. Et tu vois, moi j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat et l'avocate m'expliquait que bah, là, tu vois, il est 11h, donc l'audience, ils vont vite la terminer parce qu'en fait, il faut aller bouffer à midi, tu vois. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que le juge, il regarde l'heure, il fait putain, c'est déjà la 5e séance, j'en ai marre, je vais aller bouffer. Et ça se fait comme ça. Ça se fait à la tête de la personne, ça se fait en fonction de ses moyens, s'il a pu se payer un bon avocat ou s'il y a un avocat de commis d'office. Et donc, tout ça, le juge en prend compte. Et donc, n'est pas impartial. Alors, les juges font globalement très bien leur travail, etc., mais ils ne peuvent pas être impartiaux parce que par définition, ce sont des êtres humains. Ouais. Et donc, si demain, on peut avoir un LLM qui serait plus rapide, impartial, qui se baserait vraiment sur le droit, les jurisprudences, nos articles, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Après, bien sûr, grande vigilance sur les hallucinations. Non, mais ah oui, sur les hallucinations, bien sûr. Certes, les hallucinations, en réalité, quand on regarde par rapport à un humain dans l'absolu, ils font moins d'erreurs qu'un humain, mais quand ils en font, c'est plus dramatique et plus incompréhensible et plus injuste, je trouve. Parce que s'il y a une hallucination et qu'il se trompe, qui au lieu de vous mettre 1 an de prison ferme, il vous en met 20 ans, c'est chiant. Du coup, il faudra avoir d'autres IA peut-être pour contrôler, ou alors toujours un juge derrière qui puisse contrôler la décision finale, ou avoir un recours spécifique pour dire il y a peut-être eu un problème dans l'IA. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on va encore multiplier les actions en justice. Je vais arriver gros comme une maison. Donc, j'y suis plutôt favorable. Okay. Je pense que ça peut être une bonne chose. En plus de ça, on a un système judiciaire qui est très encombré, très lent. Certaines décisions prennent beaucoup de temps. En plus, on est arrivé dans un monde où tout le monde porte plainte pour tout. Et non, mais du coup, les tribunaux sont complètement encombrés. Des fois, une décision de justice peut prendre des années, alors que des fois, ces décisions de justice sont très attendues, qui ont des impacts sur les vies des personnes très importantes. Et ça, c'est catastrophique. Donc, je pense qu'on pourrait mettre de l'IA là-dedans pour automatiser, pour améliorer le système de justice et pour que la justice soit plus impartiale. Bon, alors, il y a évidemment toute la question de la responsabilité. Il y a la même chose pour les IA médicales. Et puis, donc, si une IA, par exemple, faisait un diagnostic médical qui s'avérait faux et qui aurait des conséquences importantes sur le patient, ça pourrait être dramatique. D'autant plus qu'il y a un petit peu le problème de la black box. C'est parfois, on progresse là-dedans, mais c'est parfois difficile de connaître le raisonnement d'une intelligence artificielle. Alors, prenons un exemple. On parlait des juges. Si un LLM mettait 20 ans de prison et puis on se rend compte que finalement c'était une hallucination, qui devrait être responsable selon toi? Est-ce que c'est celui qui a fourni la donnée pour enregistrer l'algorithme? Est-ce que c'est celui qui a créé l'algorithme? Est-ce que c'est celui qui a validé la décision? Un peu chacun. Est-ce que alors ça, c'est une grande question, c'est qui est responsable? Non, mais c'est vrai. Hein. Là, comme on a eu un cas très récemment, des jeunes qui se suicidaient parce qu'ils avaient utilisé l'IA. En Belgique, on a eu un cas. Ah, je savais pas. Mais tu vois, il y en a eu plusieurs. Des gens, en fait, l'IA poussait la personne au suicide parce que le problème, c'est que l'IA va dans le sens des utilisateurs et du coup, ils avaient tendance à les entraîner dans leur dépression. C'était déjà des gens qui étaient malheureux, qui avaient des problèmes. Peut-être qu'il l'aurait fait aussi sans IA, mais globalement, ça a été démontré que l'IA avait poussé au suicide. Et du coup, là, je crois que c'est encore en cours. Mais qui est responsable? Est-ce que c'est l'utilisateur qui aurait dû être informé, machin truc, qui savait ce qu'il faisait ou pas? Est-ce que c'est le modèle propriétaire qui est responsable? Est-ce que c'est
la juridiction du pays qui aurait dû contraigner plus l'IA, qui est responsable? C'est très compliqué. Et cette question-là, on va devoir se la poser pour plein d'autres choses. Pour les robots taxis, s'ils renversent quelqu'un, Ouais, absolument. est-ce que c'est l'algorithme qui est fourni par une entreprise A qui est responsable? Est-ce que c'est la voiture qui avait un défaut de l'entreprise B? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est la personne qui passe? C'est très compliqué à déterminer. Je pense que les juristes vont avoir du boulot pour les prochaines décennies, justement, pour tous ces cas de responsabilité, pour le droit de la robotique, pour retrouver la responsabilité. On avait aussi des gros problèmes. C'était pour l'entraînement des modèles, en fait, qui allaient piquer Oui. sur Internet des trucs d'auteur. Et du coup, il y avait des problèmes de droit d'auteur. Alors là, globalement, pour certains cas, ça a été rectifié. En gros, on verse de l'argent. De toute façon, la justice, c'est toujours comme ça. Quand il y a un problème, on n'est pas content. Donc, on a un truc qui ne va pas, on demande de l'argent et en général, ça règle la situation. Mais il n'y a que ça, de toute façon. Ouais. Et du coup, c'était soit on mettait en place des remboursements pour les droits d'auteur, mais après, c'était compliqué d'aller chercher dans LLM quels droits d'auteur sont allés chercher, parce que par définition, les LLM vont prendre toutes les informations qu'il y a sur le web. Donc, c'était compliqué de retrouver au cas par cas. Et donc, ouais, il y a du boulot pour les juristes pour les 50 prochaines années, je pense, en tout cas pour ça. Ah ouais, bon, bah ça, c'est Avant qu'il y ait réjouissant. automatise le boulot Ouais. des juristes. Ok, génial. Ben, j'aurais bien aimé terminer par une question, un conseil que tu pourrais donner aux jeunes de ton âge, du mien, ou plus jeunes encore, pour se préparer au monde de demain. La culture générale et encore la culture générale. Ah ouais, ok. La culture générale, c'est vraiment... j'ai plus la phrase, c'était De Gaulle qui disait, c'est l'arme du commandant. Enfin, je sais plus. Enfin bref, en Ok. gros, c'est ce qui permet d'avoir une vision générale, la culture générale, de prendre des décisions stratégiques, de piloter l'IA. Parce qu'on le voit bien qu'aujourd'hui, apprendre du savoir technique face à l'intelligence artificielle, c'est très rapidement disrupté. Alors qu'avoir une bonne vision, avoir une culture générale, une vision stratégique de ce qui se passe, ça permet d'être plus flexible intellectuellement, plus agile. Et donc, quand on a un métier qui commence à disrupter, on peut aller dans un autre. Et donc, je pense que vraiment, la culture générale, c'est ce qui va nous permettre de piloter ces IA, de comprendre le monde qui arrive, qui est un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus sauvage. On le voit chaque jour. Et il y a ça. Et un autre truc, et là, ça va être d'une banalité affligeante, mais que je crois très fort, c'est il faut faire des choses qu'on aime. Ok. Non, mais c'est très con ce que Ouais, je ouais. dis, je le sais. Mais il y a qu'en faisant des choses qu'on aime qu'on est capable de se lever à 7h du matin, de bosser, et à 19h, on ne s'est pas rendu compte que la journée est passée. Il n'y a que comme ça, en faisant des choses qu'on aime, en trouvant notre voie. Et je pense que grâce à la culture générale, justement en lisant, en s'intéressant à tout, en discutant, en allant voir un peu dans tous les domaines ce qui se passe, on peut trouver notre passion. Parce que c'est très compliqué en réalité de trouver une passion, ça ne vient pas comme ça. Non. C'est en recherchant, c'est en travaillant, c'est en discutant qu'on peut avoir une passion. Et je pense que ça, c'est les deux principaux conseils que je donnerais. Donc, ne faites plus d'études et lisez des bouquins. On va dire, ouais, bon, on va dire ça, ouais. Avec des pincettes. Génial. Ben, mille merci, c'était passionnant. Merci et à toi. peut-être à bientôt. Merci beaucoup en Au tout cas revoir. pour l'invitation. Au revoir.